aujourd'hui, on va parler ensemble donc de comment se libérer de la dépendance affective et du contrôle sur soi et les autres. J'invite tout le monde, du coup, les personnes qui ont des questions sur ce sujet-là. Je rappelle donc la dépendance affective et le contrôle sur soi et les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le petit widget questions qui est juste en dessous. C'est plus pratique pour moi pour lire après les questions à Julia. Julia, avant de commencer, comme toujours, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Et du coup, merci Charlotte pour tout ça et pour ta patience aussi. Du coup, parce que c'est pas évident. Merci. Merci à tous d'être restés parce que je vois qu'il y a quand même du monde, donc ça fait vraiment plaisir, surtout pour parler d'un sujet qui est très important, je pense. Donc oui, je suis très enthousiaste à vous partager tout ça. Donc pour me présenter, je suis praticienne en psychothérapie et en PNL. Et moi, j'aide en grande majorité, surtout les femmes en fait, qui souffrent de leur sensibilité, à s'assumer, à s'affirmer, à prendre leur place, à oser communiquer. Voilà, donc par l'aide de la psychothérapie. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce qu'est la dépendance affective et surtout le lien entre dépendance et contrôle. Parce que je vois ces liens-là, on ne les fait pas forcément et je trouve que c'est intéressant. Super. Merci, merci Julia. Alors, on va commencer directement. Justement, Julia, la dépendance affective, déjà, c'est quoi? Alors, je vois juste que quelqu'un m'a dit qu'on ne m'entendait pas bien. C'est vrai? Est-ce que vous m'entendez mal ou pas? Juste pour confirmer, et après j'y vais. Ça marche. Bon, j'ai qu'une personne qui a dit ça, alors notez s'il vous plaît si vous m'entendez bien ou pas. On vous entend bien, ok, parfait. Alors, donc j'ai pris des petites notes, donc je reste avec vous, c'est juste que j'oscille entre mon ordinateur et vous. Donc, la dépendance affective, en fait, on peut la résumer comme une dépendance à l'extérieur par rapport à la valorisation de soi. Donc, pas assez fort. Ah, d'accord. Là, voilà, normalement, vous devriez m'entendre mieux, je pense. Voilà, ok. Donc, la dépendance, en fait, affective, c'est la dépendance à la validation de l'autre, mais par tous les moyens, c'est-à-dire les regards, les paroles, les actes, etc. Et en fait, c'est-à-dire qu'une personne qui est dépendante affective, par substitution, elle donne entre ses mains son estime et sa confiance en elle à l'extérieur. Donc, ce qui est très difficile pour une personne dépendante affective, c'est qu'en fait, elle croit profondément qu'elle n'a pas suffisamment de valeur pour être aimée. Et donc, c'est un petit peu, c'est compulsif, en fait. C'est le lien qu'on fera par la suite. Donc, D'accord. pour avoir une définition claire, c'est lorsque chez un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs. Et c'est en ça qu'on parle de dépendance affective. Donc, plus globalement, une personne dépendante affective, on la repère en général dans le couple, parce que le couple est le réceptacle vraiment des affects en fait de la famille, bien plus tôt dans une vie. Donc, le ou la partenaire est le réceptacle de l'affect un petit peu contaminé du passé de la personne. Euh, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça, que ce soit par la valorisation, par la validation de ses actes, de ses décisions, c'est le besoin de savoir que cette personne est constamment aimée. Donc elle est vraiment en demande et en dépendance du coup de cet amour en permanence. Le problème, c'est que c'est compulsif. Donc c'est comme une pulsion quoi. Et la personne a du mal à se contrôler. Il faut qu'elle soit rassurée, il faut qu'elle soit sûre et certaine d'être aimée. Et même si en fait le ou la partenaire ou les membres de la famille montrent tout ça, il n'y a pas de fin. C'est insatiable en fait. Donc D'accord. voilà ce que je peux vous dire par rapport à la dépendance affective. D'accord. Maintenant qu'on a défini du coup la dépendance affective, Julia, on va parler un peu du contrôle. C'est quoi le contrôle? Alors, le contrôle, c'est notamment l'inverse, on va dire, du lâcher-prise. Donc, c'est une personne qui est dans le contrôle est une personne qui va tenter de vérifier en permanence la validité des paroles de l'autre, des actes de l'autre, etc. Donc, c'est quelqu'un, malheureusement, qui peut être assez oppressant parce que, pareil, c'est de la pulsion. Il faut que je contrôle pour être sûr que je suis aimée, que je suis appréciée, que je ne me trompe pas et que je ne vais pas, en fait, retomber dans le rôle de victime. Sauf que le problème, c'est que cette stratégie ne fonctionne pas parce que même si la personne contrôle et contrôle et contrôle, donc elle a un contrôle sur Mm. elle-même, en général sur son image, pour justement ne pas déplaire, sur ce qu'elle dit pour ne pas blesser, surtout pour être validée, à un moment donné, ce contrôle, il s'essouffle aussi sur l'autre parce que
quand on contrôle, peut-être qu'à un moment donné, on a comment je peux dire, des retours, en fait, des personnes qui sont positifs. Mais Ouais. il y a un moment donné où cette stratégie, en fait, elle arrive à sa fin et le contrôle se retourne contre soi-même. On n'arrive même plus soi-même à se contrôler. Donc, on n'arrive plus à contrôler son image, à contrôler ce qu'on dit parce que ça, on s'étouffe tellement au bout d'un moment que le Ouais. contrôle touche à sa fin. Et c'est vraiment ça, c'est la vérification, en fait, de soi-même, donc de ses propres pulsions. C'est un contrôle, une inhibition et oui, une contenance de ses propres pulsions et de celles des autres. Donc il y a toujours une suspicion, une hypervigilance en fait par rapport à l'autre. Voilà, le lien, enfin l'explication du contrôle. D'accord, merci Julia. Alors justement, venons-en au fait maintenant, c'est quoi le point commun entre la dépendance affective et le Oui, contrôle? On a beaucoup de questions là-dessus déjà. ok. Donc, moi j'ai pu remarquer en fait avec les patients que je suis, parce que même quand on est formé, etc., on fait toujours des nouveaux liens. Et j'ai vu ce lien entre contrôle et dépendance affective parce qu'il y a de l'obsession. Donc, si vous aviez un mot à retenir, en fait, c'est l'obsession. Quand on est dans le Mm. contrôle de soi, on est dans une obsession, donc dans le contrôle de soi par rapport à l'autre, on est dans l'obsession de renvoyer une image qui soit vraiment convenable par rapport à ce que l'on veut renvoyer. Quand on est Mm. dans le contrôle des autres, si l'autre n'est pas dans cette image qu'on s'est fait, par exemple, de l'amour, du couple, d'une relation convenable, d'une relation satisfaisante, etc., il y a toujours cette suspicion. Donc, je dirais que c'est de l'obsession. La personne est tout le temps, que ce soit dans la dépendance affective en fait ou dans le contrôle, pour ça que je les lis tous les deux, il y a vraiment l'obsession d'être conforme en fait à ce que Mm. l'on pense être vrai. Donc, par exemple, dans le couple, je donne un exemple. Dernièrement, j'ai eu l'exemple d'un homme, voilà, je vous donne comme ça, peut-être ça vous parlera. Un homme, en fait, qui est en. Lui, c'est pas forcément du alors c'est du contrôle dans son couple, c'est-à-dire qu'il fait tout, toutes les tâches. Et il a l'impression que s'il ne fait plus, il ne sera pas aimé. Donc en fait, là, il arrive à la fin de son process. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas avoir plus de liberté parce qu'il fait tout, et que s'il ne fait pas, la personne avec qui il est ne fera pas plus. Mais en même temps, il a envie de cette liberté qu'il ne s'octroie pas, en fait. Mm. Donc, il se sent enfermé et bloqué parce que sa stratégie de tout faire et de tout contrôler pour être au carré et pour avoir l'amour de sa compagne, elle ne fonctionne plus. Et en même temps, il n'arrive pas à être plus libre parce qu'il se dit que s'il est plus libre, il va s'éloigner de la personne qu'il aime. Mm. Donc là, on arrive à la fin du process où du coup, la dépendance affective va être soignée, tout simplement. Donc lui, il est dans l'obsession, par exemple, de tout faire pour être aimé. D'autres personnes, ça va être dans l'obsession, par exemple, de contrôler. Souvent, c'est des femmes régulièrement. Ça peut être des hommes aussi, mais moi, de ce que j'ai pu voir dans les accompagnements, c'est des femmes, en fait, qui ont l'impression que leur conjoint partage des choses différentes avec des collègues, etc. Et donc, elles vont être dans le contrôle de lui-même. Donc, elles veulent absolument savoir ce qu'il partage avec ses femmes, ses collègues, ce qu'ils se disent. Et si elles n'ont pas cet aspect-là, elles Mm. s'effondrent. Mais d'un côté, le fait que leur conjoint leur parle et leur donne toutes les preuves possibles et inimaginables ne les satisfait pas. Et là, on voit bien que c'est un manque d'estime parce que du coup, elles vont absolument se remettre en question et se dire, mais voilà, s'il partage telle personne avec telle chose avec telle personne, ça veut dire que moi-même, il ne partage pas avec moi. Et donc, c'est un cercle vicieux. Donc, bien sûr, une des clés, ça va être toujours de revenir à l'estime de soi. Toujours, toujours, toujours. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'obsessionnel dans le fait de contrôler et D'accord, d'être dans la dépendance affective. J'espère que ça peut vous aider. intéressant. Merci, merci Julia. Alors, comment on peut se libérer efficacement finalement de cette obsession alors? Oui, alors déjà, par exemple, rien que pour revenir juste sur la dépendance affective, 5 signes que j'ai référencés un petit peu de dépendance affective, c'est un besoin d'être rassuré ou validé. C'est un vide profond à l'intérieur de soi, de l'angoisse, une grande peur de l'abandon et le sentiment de ne pas être une bonne personne ou pas avoir de valeur suffisamment importante pour voilà, limiter cette culpabilité. Donc, je vous ai parlé de certains des exemples. Donc, pour s'en libérer, en général, la personne affective, donc vous l'aurez compris, qui est aussi dans le contrôle, soit de son image, soit de l'autre, en général, a grandi avec des parents qui sont insécures eux-mêmes. Donc moi, je vois un petit peu dans les personnes que j'accompagne, en général, c'est des personnes soit qui ont été étouffées en étant surinvesties,
par une mère, par un père, par les deux. Donc étouffé parce que une mère ou un père qui ont, ou des personnes référentes, peu importe, mais qui ont beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insécurité, ont besoin d'être rassurés. Donc l'enfant a joué ce rôle. Donc à son tour, il va jouer ce rôle-là, il va demander ça à son conjoint, ou sa conjointe, peu importe. Et il va penser que c'est cette manière-là dont on aime quelqu'un. Donc ça va devenir étouffant pour l'autre. Autrement, sinon, la même chose de manière insécure, mais un enfant qui a été sous-investi. Donc bien entendu, l'une des clés, c'est pour ça que je vous exprime ça, c'est que si cet enfant a été étouffé, il va se sentir étouffé. S'il n'a pas été assez investi, il va se sentir délaissé, donc il va avoir peur aussi. Donc bien sûr, l'une des clés, c'est de faire face à sa propre insécurité affective, donc en thérapie personnelle. La deuxième piste, c'est de faire face à son insécurité affective, mais avec l'aide, par exemple, de son ou de sa partenaire, ou d'un membre très proche de la famille, etc. Mais c'est déjà, pour ça, il faut pouvoir reconnaître qu'on est dans la dépendance affective. Et parfois, on ne le sait pas, en fait. Sûr. Donc, moi, je recommanderais forcément de demander de l'aide, tout simplement, pour voir, en fait, ce qui cloche, pour voir que c'est à l'intérieur de soi qu'il y a un vide qui va tenter d'être comblé par l'extérieur. Donc, j'ai noté aussi 5 objectifs. Est-ce que je peux en parler là? 5 objectifs, du coup, à aller Bien sûr, bien sûr. comprendre et libérer sa dépendance affective. Donc, moi, j'aime dire en général, toutes les personnes qui viennent avec moi en thérapie le savent, qu'on a tous des fragilités. Donc, déjà, si vous souffrez de dépendance affective, ne vous blâmez pas, ne vous stigmatisez pas. On a tous nos fragilités. Ça, c'est vraiment important parce que la thérapie personnelle ou de couple va pouvoir vous aider à abaisser le seuil de dépendance au plus bas. Mais il restera toujours ce petit, voilà, ce petit reste en fait qui ne sera pas forcément souffrant. Voilà, c'est un petit reste qui fait partie de votre histoire de vie. Dire que dans les moments plus difficiles, vous pourriez retomber dans une forme de dépendance, mais ça ne voudrait pas dire pour autant que vous êtes retombé totalement. Voilà, vous savez, dans la vie, on retombe, puis on se remet bien, puis on repenche. Voilà, ça fait partie de la vie. Donc, moi, ce que je peux juste vous dire, c'est que les 5 objectifs principaux du fait de comprendre et d'aller libérer votre dépendance affective, déjà qui va énormément libérer la personne avec qui vous êtes ou les personnes même qui sont autour, parce que ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, la conjointe dans l'aspect sentimental, mais malheureusement, ça peut même se retranscrire dans l'aspect professionnel. Et ça Ouais. pousse la personne, par exemple, à être dépendant ou dépendante de son manager, peu importe, et même de chercher à contrôler ses collègues, etc. Donc, les 5 objectifs principaux que moi j'ai référencés, c'est le premier, de découvrir et intégrer vos besoins fondamentaux, qui est le socle de votre identité. Le problème dans une dépendance affective, c'est que carrément la personne recalque son identité sur l'autre, en fait. Je dis dans différents domaines de vie. Donc l'autre ne peut pas répondre à vos besoins. Et si vous les connaissez, vous pouvez les exprimer. Mais si vous ne les connaissez pas, comment vous pouvez faire? Vous tentez juste de survivre. C'est comme si quelqu'un n'avait pas appris à respirer et qu'il pensait que l'autre est la personne qui lui donne cet oxygène. Donc c'est tout un réapprentissage et une découverte en fait de vos besoins et de comment faire par rapport à vos besoins. Donc ça va énormément vous aider parce que vous allez chercher à les satisfaire vous-même et non plus à les redonner à l'autre qui est le garant de votre sécurité, de vos besoins, de votre bien-être, de votre confiance en vous. Le deuxième objectif, c'est d'apprendre à communiquer. Une fois que vous les connaissez, vos besoins fondamentaux, qui ne sont pas les mêmes que les personnes à qui vous demandez justement de répondre à vos besoins. Ces personnes-là ont des besoins différents, mais vous, dans le fait d'être dans une forme de survie, vous demandez ça. Apprendre à communiquer vos besoins fondamentaux, ben c'est primordial parce qu'une fois que vous les connaissez, vous allez demander à l'autre, au lieu de formuler des reproches, parce que souvent c'est ça, hein, que ce soit dans la famille, dans les amitiés ou dans le couple, en fait, au lieu de formuler des reproches, vous allez formuler des demandes. C'est-à-dire que ça laisse le champ ouvert à l'autre de pouvoir y répondre ou non en fonction de la propre oxygène qu'il a envers lui-même déjà. Donc, si vous ne les connaissez pas, vos besoins, vous ne pouvez pas les communiquer, tout simplement. Et dans très nombreux couples, par exemple, les reproches viennent de là aussi. Donc, tant que l'on n'accepte pas soi-même qui l'on est, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs, on va projeter son malaise à l'extérieur et ce vide extérieur, ben, il ne sera jamais vraiment rempli. Vous allez trouver des soupapes. En général, des petites soupapes, des personnes qui vont vous aider, mais à un moment donné, elles vont devenir étouffées parce qu'elles ne peuvent pas vous donner l'oxygène qu'elles n'ont pas. C'est ce
qui crée des tensions, de la culpabilité, etc. Troisième point, donc, c'est de reconstruire votre estime et votre confiance en vous. Donc, si vous ne connaissez pas la différence, l'estime, c'est vraiment le fait d'accepter pleinement ses qualités et ses défauts. On en a tous. Il y a des points, voilà, qui sont plus ou moins valorisables. Le problème, c'est que dans les familles, il y a des choses il y a des caractéristiques que vous avez qui ont été pointées du doigt, et donc ça a été diabolisé. Et voilà, donc l'estime peut être un peu vacillante par rapport à ça, mais l'estime, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'acceptation de ses qualités et de ses défauts, et c'est la valeur qu'on s'octroie. La confiance en vous, par contre, c'est la capacité à agir. Donc, si vous avez l'impression de ne pas être capable de quoi que ce soit, là, c'est direct la confiance en vous qu'il faut regarder. Et donc, une fois que vous avez cette estime et cette confiance en vous qui est vraiment bien activée, vous allez tourner le curseur vers vous. Parce qu'en fait, avant de contrôler les autres, il faut déjà se regarder soi. Et en général, quand on contrôle l'autre, on n'a pas réussi à apprivoiser ses propres pulsions. Et du coup, on voudrait le faire chez l'autre alors qu'on n'a même pas réussi par rapport à nous-mêmes. Et même qu'il y a des peurs hein, qui se comprennent. Mais voilà. Oui. Le quatrième point, c'est de découvrir votre histoire de vie, bien entendu. Donc, découvrir votre histoire de vie, c'est, moi je le répète souvent, parler de votre histoire par rapport à ce que vous avez ressenti et non pas par rapport à ce que vos parents disent de vous. Parce que des parents peuvent projeter leur propre ressenti par rapport à votre enfance, etc. Mais ça a pu ne pas du tout être la même chose pour vous, sauf que vous n'avez sûrement pas eu l'espace de l'exprimer. Donc, voilà, je préfère avoir gardé la vision que ma mère a de moi-même ou que mon père a de moi-même, mais moi, qu'est-ce que j'ai ressenti moi véritablement? Quelqu'un qui est dans la dépendance affective et dans le contrôle a un vécu. Il a un vécu, c'est-à-dire que son quota affectif, il n'a pas été rempli. Soit parce que ses parents l'ont surinvesti et ça l'a étouffé de ses propres besoins, soit parce que ses parents l'ont sous-investi et du coup il a été totalement délaissé et c'est le même cas de figure. Voilà, donc ça c'est le quatrième point. Et le cinquième, c'est tout simplement de vous libérer donc, de la dépendance affective, donc d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre vie, de savoir répondre, satisfaire à vos besoins en premier. Et c'est donc accepter aussi que l'autre a une part à jouer dans tout ça, mais qu'il n'est pas garant de votre histoire, il n'est pas garant de votre sécurité intérieure ni affective. C'est juste que cette personne-là vient vous compléter, vous aider sur votre chemin, mais c'est vous le socle de votre sécurité, mais dans un ensemble, dans un système. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup, Julia, pour ces différents points. Alors, on va regarder maintenant s'il y a encore des questions sur le sujet. On a Julie qui nous dit: Je suis en insécurité dans une nouvelle relation alors que je savais être heureuse seule, célibataire. Que faire? Ça, c'est très, très, très intéressant. C'est très intéressant parce que ça veut dire que là, il faudrait retravailler en fait ce qui s'est passé par rapport à l'autre en général dans votre vie. En fait, c'est vrai que en fonction de comment la personne se comporte avec vous et donc vous rassure, etc., on peut retomber dedans. C'est-à-dire qu'on peut s'en séparer en étant seul, on est bien, on répond à ses besoins, etc. On revit une relation comme cette personne-là et ça vient réactiver la fragilité qui était initialement là, en fait. Donc là, c'est juste de retravailler les fondements, de revenir travailler vos besoins et vos valeurs pour revenir refixer cette identité. Et puis, tranquillement, poser des petites actions, tranquillement pour revenir, mettre pas de la distance affective, mais pour venir répondre à nouveau à vos besoins, venir par exemple vous rassurer à nouveau vous-même, peut-être être moins en demande par rapport à l'autre. Voilà. C'est vraiment des petits actes bien posés pour éviter que ça replonge directement. Mais c'est très fréquent. C'est très fréquent. Ça veut dire que dans le rapport à l'autre, il y a déjà eu une petite dépendance dans le passé. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est très confortable d'avoir quelqu'un qui vous rassure, quelqu'un qui vous donne du temps, qui est là pour satisfaire vos besoins alors que même vous, peut-être, vous ne l'auriez pas vu. Sauf que ça fragilise ça. C'est comme par exemple l'exemple d'une maman qui va tout faire pour sécuriser son enfant, le surprotéger. Et bien malheureusement pour ces mamans qui tentent de bien faire, elles essayent aussi de combler quelque chose qui manque en elles parce que l'enfant, lui, il a besoin de protection, ok, mais il a besoin aussi de pouvoir expérimenter à l'extérieur et de voir qu'il est capable. Parce que le problème d'un enfant surprotégé, c'est que lui, il a l'impression de ne jamais pouvoir faire et donc il est incapable aussi. Donc là, ça touche aussi à la confiance. Voilà, bref, juste pour vous dire que dans le rapport à l'autre, il y a sûrement eu quelque chose de problématique qui a fragilisé.
trop de confort est inconfortable. Il faut toujours garder un petit peu de zone d'inconfort pour aller puiser dans ses propres ressources. Donc le conseil, c'est de retourner dans vos propres ressources pour les puiser, ce qui va vous redonner de la force, en expliquant à l'autre aussi ce qui se passe. D'accord. Merci. Merci, Julia. En effet, la question était très intéressante. Euh, Il y a plein ah, de questions on intéressantes là. ouais, on a déterminé qui nous dit quelles sont les causes de la dépendance affective. Ben, je pense que là, j'en ai parlé, hein, j'en ai pas mal parlé hein, de cette question-là. C'est vraiment dans l'enfance que la dépendance affective, elle se crée. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs stades de développement chez l'enfant par rapport à ses parents. C'est-à-dire qu'un enfant doit pouvoir s'identifier à son parent pour pouvoir se sentir capable de faire les choses et pouvoir s'octroyer de la valeur. Le problème, c'est qu'un enfant qui a eu des parents, malheureusement, qui n'ont pas pu répondre à leur rôle de parent, soit tout le temps, soit à certains moments, est fragilisé. Donc, soit les causes, c'est qu'il a eu, par exemple, une mère ou un père, souvent voilà, c'est dans leur rapport à la mère, mais je ne vais pas stigmatiser les pères, pardon, c'est 99% des cas, c'est dans le rapport à la mère qu'il y a une fragilisation par le fait que soit c'est une mère qui est insécure et qui peut être étouffante par rapport à ses propres angoisses, c'est-à-dire que l'enfant ressent absolument tout, puisqu'il pense être sa mère pendant les 9 premiers mois de sa vie. Donc à 9 mois, il se rend compte qu'il n'est pas sa mère. C'est le fameux stade du miroir. Et donc, il commence enfin voilà, il vit un état dépressif, etc. Mais du coup, s'il a une mère qui l'étouffe de ses propres angoisses à elle et qu'il ne peut pas exister, cet enfant, il va être insécure et il va du coup reproduire exactement ce schéma-là. S'il est face à une mère qui est complètement négligente, par exemple, et qui ne le regarde pas, puisque l'estime de soi se construit dans le regard de la mère, Mm. alors que la confiance en soi se construit plutôt dans les actes du père, on va dire, qui l'amène à expérimenter à l'extérieur. Et du coup, si dans ces deux cas de figure, soit il est trop surinvesti et du coup il étouffe, il peut pas survivre cet enfant sans l'étouffement entre guillemets de sa mère, ou soit il est complètement négligé. Du coup, c'est les causes en fait de la dépendance affective, c'est qu'on est des êtres d'amour, on a besoin d'amour. Donc si on n'a pas cet amour, on va tenter de l'avoir, mais dans quelque chose qui est toxique. Pour ça, il y a une personne qui disait, est-ce que on peut confondre la dépendance affective avec l'amour? Oui, oui, Mm. oui, parce que par survie, on peut être dépendant affectif, mais pour avoir cet amour, mais c'est pas forcément de l'amour qu'on a, c'est peut-être de l'attention, des regards, des paroles. Et oui, on peut confondre les deux, bien sûr, bien sûr. Parce que Intéressant. Merci, l'amour Julia. libère, voilà, l'amour libère, alors que la dépendance, ça enferme, on se sent prisonnier quand on est dépendant, affectif aussi. Mm. On a Lily aussi qui nous dit une personne évitante avec une personne en couple est-ce que ça génère systématiquement de la dépendance affective? Bah, ça peut amplifier, oui. Ah bah ça peut amplifier, hein. Mais de toute façon, une personne dépendante affective viendra chercher un partenaire qui va être évitant Mm. pour guérir ça, en fait, d'une certaine manière. Et quand le partenaire enfin, quand la personne a réussi à guérir sa dépendance affective, comme par hasard, le partenaire n'est plus évitant. Mais oui, bien sûr, en fait, ça va amplifier la dépendance. Donc, soit ça peut séparer les personnes, soit au contraire, avec des discussions, avec des thérapies, avec de la communication, ça peut rapprocher parce que la personne, elle va se rendre compte que peut-être l'autre est évitant parce que elle est dépendante ou il est dépendant affectif aussi. L'autre peut Ouais, être évitant parce qu'on le surinvestit trop aussi d'une certaine manière. Est-ce que ça répond à la d'accord. question? Je pense que oui. La personne, elle a dit que finalement, elle aurait préféré savoir une personne anxieuse avec une personne évitante. Alors, ah bah oui, bah là, c'est surtout que la personne, si elle est évitante, en général, c'est parce qu'elle gère son anxiété comme ça aussi. Donc, bah là, alors, c'est tout à fait possible. De toute façon, tout est possible. Enfin, je veux dire, oui, ça peut amplifier son anxiété. C'est ça qu'elle demande, si ça peut amplifier son Elle voulait anxiété. savoir si une personne anxieuse avec une personne évitante, ça allait faire que la personne anxieuse devient dépendante affective. De toute façon, l'angoisse enfin, l'anxiété, l'angoisse, fait déjà partie de la dépendance affective. Donc, ça veut dire que oui, oui, c'est tout à fait possible. Oui, bien sûr.
C'est tout à fait possible. Ça va pas forcément la rendre à coup sûr dépendante affective, mais ça peut amplifier puisque alors, ça dépend des cas de figure, mais le fait d'être évitant va renforcer la suspicion, la demande de témoignages d'amour, etc., etc. Donc, une personne qui est déjà, ça dépend si la personne est évitante quand elle rencontre une personne anxieuse ou si elle le devient en fait. Mhm. Mais oui, tout ça, ça peut bien sûr s'auto-alimenter, c'est certain, c'est certain. Mais On si va chacun en fait terminer. va Oui, gérer voilà ses problématiques et tente de communiquer, déjà ça va mieux parce que là sinon tout est mélangé, on n'y voit même plus clair en fait. merci. Merci Julia. On va essayer de terminer peut-être avec encore une ou deux questions. J'ai Laurie qui me dit, est-ce que si deux personnes en dépendance affective se mettent en couple, c'est forcément toxique? Très bonne question. Je réfléchis. Je pense pas. Je pense pas parce que une fois qu'on met de la conscience sur la dépendance affective, elle peut devenir, je dirais pas saine, mais je dirais consciente et moins compulsive. En fait, d'après moi, ce qui est toxique, c'est la compulsivité. C'est le fait, c'est le fait qu'il y ait une obsession qui ne soit pas conscientisée. C'est ça qui est toxique. Qu'il y ait une Hmm, compulsion qui soit conscientisée, on peut s'en occuper. Vous voyez, une fois que c'est pris en charge, on peut s'en occuper. Ça devient toxique quand les deux sont compulsifs, que les deux n'en ont pas conscience et que du coup, ils font porter ça à l'autre. Là, du coup, c'est très, très toxique. Mais cette compulsivité, voilà, cette pulsion d'amour, en fait, c'est la pulsion de vie. On va chercher l'amour en l'autre. Donc, c'est pas forcément ce qu'on a, hein, mais on va tenter de le chercher pour assouvir son quota affectif. Si ça, c'est pas conscientisé, c'est toxique. Et qu'il y ait une ou deux personnes, c'est toxique. Tant que c'est d'accord, conscientisé, franchement, ça peut toujours se travailler. Et surtout s'il y a de l'amour. d'accord. Voilà. Et de la Merci communication, Julia. bien sûr. Et de la responsabilisation. Merci Julia. Alors, on va essayer de trouver une dernière question. Il y en a plein. Il y en a Je pense, énormément sur ce sujet, hein. C'est je fou. pense qu'il y en a une qui en regroupe pas mal, qui revient finalement à l'estime et la confiance de soi. Oui. C'était comment en avoir finalement? Comment on peut gagner en estime et en confiance de soi? C'est une Hmm. question qui revient énormément. Alors, l'estime, c'est vraiment la valeur qu'on s'octroie. Donc, en fait, je vais vous dire, moi, comment je fais avec les patients, parce que voilà, je peux pas donner de choses que je n'ai pas expérimentées. L'estime, c'est vraiment l'identité. Donc, quand on travaille l'estime, on travaille l'identité. Et l'identité, c'est qui suis-je, en fait? Ben, souvent, les personnes n'aiment pas qui elles sont. Pourquoi? Parce que moi, je parle par exemple des personnes hypersensibles, très sensibles. Tout ce qu'on a dit d'elles, c'est t'es trop sensible, tu pleures pour rien, t'es fragile, c'est bon, mets ça de côté, sois un peu forte, oh là là, arrête d'être dans ton monde des bisounours, etc. Forcément, elles viennent en thérapie, l'estime est très basse parce que la valeur qu'elles s'octroient est très basse. Pourquoi? Parce qu'elles ont grandi dans un environnement où on leur dit que quelqu'un qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui est fort. Il faut pas craquer dans la vie, il faut être fort, il faut y aller, il faut... Voilà, ce n'est pas ce qu'elles sont. Ce n'est pas ce qu'elles sont. Donc forcément, on va travailler sur leur histoire de vie et donc on va travailler sur ce qui a été diabolisé au sein de leur famille. Mais peut-être que ce qui a été diabolisé, c'est pas qui elle. Enfin, je veux dire, peut-être que pour elle, être quelqu'un de bien au fond d'elle-même, c'est quelqu'un de sensible. Et comme ça a été diabolisé par la famille, il n'y a pas d'espace Mm. pour ce qu'elle pense. Donc l'estime de soi, c'est déjà identité. Un travail sur qu'est-ce que moi je pense finalement de moi-même. Parce que souvent elles répètent des choses, etc. Mais les personnes, mais elles ne savent même pas s'approprier ce qui est une bonne personne pour elles. Donc, estime, c'est voilà, identité, travail sur ce qu'elle pense et surtout les besoins et les valeurs. Hier, j'avais une personne qui me disait moi, j'ai l'impression d'être has-been parce que je veux de la fidélité dans mon couple. Mm. Je lui dis mais qui vous dit que c'est être has-been, peut-être que c'est une valeur fondamentale pour vous, peut-être que c'est un besoin. Effectivement, c'était Mm. une valeur et c'était un besoin. Donc, elle pouvait Mm. pas être bien dans ce que les autres disent d'elle, en fait. Alors que pour elle, c'est un besoin et une valeur fondamentale. Et donc, il y a une personne qui dit aussi déconstruire les croyances limitantes. Bien sûr, ça va avec tout ça aussi, effectivement. Et la confiance, c'est plutôt dans l'action. Donc, quelqu'un qui a un manque de confiance en elle, on va tenter de lui permettre
d'expérimenter à l'extérieur. Donc, on va lui permettre de poser des petites actions bien construites pour qu'elle puisse se réapproprier sa confiance. C'est-à-dire qu'on va lui demander de poser des petites actions et elle va se sentir de plus en plus capable, en fait, au fil du temps. D'accord. Merci, merci Julia pour ces conseils et pour ce joli live. Je ne sais pas si tu avais un message à transmettre aujourd'hui, soit sur ton cabinet, voilà, ou tout simplement sur la dépendance affective. Oui, avec plaisir. Alors, en ce qui concerne la dépendance affective, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai interviewé donc il y a 4 personnes. Le dernier live était avec Chloé, qui est sortie de la dépendance affective grâce justement à la thérapie. Et je trouve qu'il est vraiment très intéressant parce que, bien sûr, elle parle de la relation à sa mère. Vous pouvez facilement vous identifier et vous sentir aussi moins seul. Il y a aussi d'autres lives qui pourraient vous aider. Ensuite, bah, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je partage beaucoup. Je suis assez active. Donc, voilà, si ma manière de fonctionner vous a parlé, allez-y. Et ensuite, pour les consultations, moi, je consulte partout dans le monde à distance, parce que la plupart de mon activité est en visio. Donc, si vous avez envie d'entamer un travail introspectif, thérapeutique, psychothérapeutique par rapport à votre histoire de vie, c'est avec Ouais. grand plaisir. Voilà. Sinon, je suis située au Pays Basque, donc voilà, vous pouvez m'écrire. Mon compte, c'est Cabinet Psy. Je vais vous Ouais. l'écrire. Je t'avais envoyé tout à l'heure. cabinetpsy.juliabouchinet. Voilà. Ah bah voilà, parfait. Je Donc, si vous avez je des l'avais déjà partagé questions. tout à l'heure, mais il vaut mieux 2 fois qu'une, voilà. Ouais, bah merci, merci Merci. Charlotte. Merci Alors, beaucoup, Julia. je peux répondre à une dernière question, Charlotte? Oui, bien sûr, vas-y. Moi, je suis formée en PNL, j'ai vu plusieurs questions passer à ce sujet. Ça fait partie, en fait, ça peut être considéré comme des TCC. Alors, ça fait partie, en fait, des TCC, c'est une petite branche aussi, les PNL. C'est ce qu'on appelle la reprogrammation neurolinguistique. Et pour vous expliquer juste rapidement, c'est pour intégrer, modifier ou supprimer un comportement qui est limitant dans votre vie. Voilà. Donc là, c'est vraiment du pratique. La PNL, c'est du pratique. Voilà. Le compte Insta, vous pouvez Merci. l'épingler. Non, je ne peux pas, moi. Je crois pas que. Mais Charlotte le fait dans le replay, je crois. Oh, ouais, j'épingle toujours le compte après, je le mets là. Mais comme il y a des bugs, j'essaye d'épingler depuis tout à l'heure et non, ça ne marche pas. Non, non, ça y est. Ça y est, ça y est. Je crois que Oh, bah ça a dis donc, fonctionné. on a de la chance aujourd'hui, hein, franchement. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Et Dans merci à notre tous. malheur, on a de la chance. C'est pas totalement de la chance, mais on y Ça arrive, on y devrait être comme arrive. ça tout le temps. Eh ben, j'espère, si seulement. Faudrait que ce soit mieux, mais bon, ouais, voilà. Bon On courage a déjà pour ça. ça, du coup. Merci beaucoup Julia, en tout cas de ta présence aujourd'hui et que tout ce live fonctionne. T'étais plein de bonnes ondes, donc merci beaucoup. Oui, franchement, c'est super. Merci à tous. Merci Charlotte. Et puis surtout, prenez soin de vous et ne vous jugez pas, vous faites comme vous pouvez. Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment important. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup Merci Julia. encore. Je te laisse quitter comme d'habitude. Merci. Merci à Julia Bouchinet pour ce super live. On a eu de la chance aujourd'hui, une semi-chance on va dire, puisque ce live a fonctionné. On espère que du coup les prochains lives vont fonctionner. Peut-être jeudi on fera un live inédit puisque on a des lives à récupérer du coup. En espérant que ça fonctionne cette fois-ci encore. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que tous les lives, ils sont bien enregistrés. Vous pourrez les voir autant que vous voulez à partir du moment où je quitte ce live, en fait, tout simplement. C'est dans le petit onglet du milieu avec la vidéo. Vous pouvez revoir toutes nos vidéos, bien sûr. Est-ce que j'oublie pas quelque chose? Le podcast aussi. Si vous préférez écouter, je vous rappelle qu'on a également un podcast, le podcast psychologue.net. En tapant psychologue rien que sur Spotify, Deezer, iTunes, vous le trouverez. Il y a on a beaucoup de podcasts. Je crois qu'on a à peu près, on arrive presque aux 200 podcasts, il me semble. Donc, il y a du contenu. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Peut-être à jeudi pour un prochain live. Sinon, ce sera la semaine prochaine au mardi. Belle semaine à tous. Merci de nous suivre.